mais il faut se mobiliser aujourd'hui pour pouvoir amorcer le truc, ou désamorcer le truc plutôt, selon comment on se pose sur l'échiquier. Vous voulez signer pour le référendum antiterroriste qui est encore pire que l'autre, juste pour dire qu'on peut nous enfermer jusqu'à 9 mois à la maison, sans jugement, sans raison. Et puis des enfants de 12 ans, à partir de 12 ans déjà, donc c'est vraiment gravissime ce qui se trame là. Je ne sais pas ce qui se passe à Berne, donc voilà, c'est le moment de se bouger. Et puis ça veut dire, c'est sur la base de la volonté de chacun évidemment. Je ne suis pas là pour vous tirer et vous forcer, c'est juste une invitation. Donc si vous voulez, vous pouvez vous annoncer et en faire des listes, et puis vous pouvez dire quelles sont vos compétences. Parce que là aussi, il me faut un webmaster. Il y a plein de choses à faire aussi pour l'association. Donc, n'hésitez pas à vous annoncer. Un Zimbabwéen que je connaissais qui ne voulait pas rentrer chez lui, donc dû à la situation là-bas. Cette jeune Danoise qui était bloquée et qui ne pouvait pas rentrer chez elle pour être avec sa famille. Ou les Birmans, les personnes de pays voisins plus pauvres, venus travailler pour envoyer de l'argent à leur famille, qui se retrouvaient soudain bloqués sur place, sans moyen de survenir à leurs besoins. Peu à peu, l'économie locale s'est effondrée, les touristes ont déserté les lieux, les business ont commencé à fermer, d'abord temporairement, mais l'un après l'autre, ils ont été mis en vente et ont fermé définitivement. Les gens ont été mis face à la peur et à l'incertitude. Tout était fermé, les propriétaires d'entreprises désemparés, les employés désœuvrés. J'ai vu des personnes dans l'incapacité de payer leur loyer qui soit demandaient ou se faisaient offrir des logements gratuits par des personnes bienveillantes, qui de toute façon ne trouvaient plus personne à qui les louer. J'ai vu les plus démunis faire la queue pendant des heures au soleil pour obtenir ne serait-ce qu'un sac de riz. Que donc la population, c'était locale qui organisait ces donations, c'était arrangé pour ça. Durant le confinement, j'ai eu le temps pour faire des recherches, assimiler des faits, pour essayer de comprendre ce qui se passait et évaluer la situation générale. J'ai donc pu faire le même constat qui m'a souvent marqué pendant mes voyages, c'est qu'il y a souvent un grand décalage entre la perception qu'on a d'une situation et la réalité des faits sur le terrain. Donc, en faisant mes recherches pendant le confinement, j'ai vu que la situation dans les pays environnants était bien pareille, voire bien pire, et qu'elle s'étendait dans le monde entier. Par exemple, en Thaïlande, à l'école, les écoliers se sont retrouvés enfermés dans des cages en plastique pour la distanciation sociale. Et tout le monde devait porter un masque, donc tous les enfants. Des enfants donc, hein, pas des adolescents. Ici, nous n'en sommes pas encore là, mais les mesures deviennent de plus en plus drastiques et vont dans ce sens. En Thaïlande, de nouveau à Bangkok par exemple, scanner son application de contact tracing est obligatoire pour rentrer dans les magasins et transports publics depuis plusieurs mois. Ils ont déclaré que cette application était reprise du Social Credit System chinois, qui est je dirais même peut-être la forme la plus totalitaire et arbitraire de dictature, donc ce Social Credit System, et qu'il était prévu de continuer dans cette direction. Ici, nous avons déjà une application de traçage, et même si à l'heure actuelle, il est encore interdit de la rendre obligatoire, rien n'empêche de passer au-dessus de cette loi, comme il a été fait avec notre droit à l'intégrité physique. Je me réfère au port de masque obligatoire. Au Royaume-Uni, ils parlent même d'imposer à toute la population non seulement l'application de contact tracing, mais de lui ajouter le Covid Pass, un test à prendre tous les 3 jours au plus pour pouvoir obtenir le permis de sortir de chez soi et d'interagir avec d'autres testés pour ce laps de temps. Aux Philippines, le Premier ministre incitait à tuer par balle ceux de la population qui ne respectaient pas son couvre-feu, pour protéger le peuple, bien entendu. À Jakarta, même si aucun vaccin n'est encore disponible, ils ont déjà prévu des amendes pour ceux qui refuseraient de se le faire administrer.
Girard, chef de la santé publique au Québec, a confirmé qu'ils avaient déjà isolé de force des personnes dans des infrastructures prévues à cet effet, dans des lieux qu'il a refusé de dévoiler, centres qui entre-temps ont été déployés dans maints autres pays, la Nouvelle-Zélande par exemple. Ça ne nous rappelle pas des épisodes sombres de l'histoire. Les Australiens ne peuvent pas quitter le pays jusqu'à nouvel ordre. Il est question de laisser ces mesures en place jusqu'à 2022. Une amie, j'ai pu le voir donc moi-même, quand une amie qui voulait venir en Europe s'est retrouvée, s'est vu refuser la sortie en fait. Et donc c'est de l'Australie que je parle, hein, pas de la Corée du Nord ni de la Chine. J'ai de la famille là-bas dont la mère n'a pas pu voir son fils qui étudie dans un autre département depuis le début de la crise, car il n'est pas autorisé à passer la frontière départementale. En France, alors juste pour dire aussi ça, dans la loi Covid, dans la loi sur les épidémies, il y a aussi la possibilité de fermer les frontières suisses, d'empêcher les gens de sortir. Donc ça existe déjà comme base légale. Hein. En France, ils ont remis en place le couvre-feu avec une attestation, donc hier, avec une attestation de déplacement dérogatoire qu'il faut remplir et présenter lors de tout déplacement. Même juste pour faire les courses. Donc, encore une fois, où avons-nous déjà vu ce type de pratique? Au Danemark, entre autres, une loi d'urgence similaire à la loi Covid-19 permet de forcer la vaccination et de mettre des sanctions à quiconque refuserait de se faire tester, par exemple. En Écosse, les rassemblements au-delà de 6 personnes ou de plus de 3 foyers différents est interdit. La police peut entrer chez les gens sans mandat. Voilà. Donc je pourrais continuer à citer des exemples, il y en a des centaines d'exemples monstrueux de dérives vraiment totalitaires. Et je serais ravie d'envoyer une liste factuelle à quiconque serait intéressé. Mais bon, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. J'ai donc tourné mon regard vers la Suisse en voyant toutes ces mesures dans le monde entier. J'ai tourné mon regard vers la Suisse et j'ai constaté que même si des mesures assez drastiques avaient été déjà mises en place, comme par exemple l'application Swiss Covid, mais les mesures n'en sont pas encore au point où elles sont dans les exemples que j'ai cités, fort heureusement. J'ai néanmoins constaté que l'économie et les perspectives d'avenir pour le marché du travail souffrent énormément des mesures qui ont été prises. Puis j'ai découvert avec désarroi donc, que toutes les bases légales pour en arriver au même point venaient d'être passées sous forme de la loi Covid-19 et existaient déjà sous forme de la loi sur les épidémies. Et voilà, on se dirigeait vers quelque chose qui n'était pas souhaitable du tout en comparaison avec ce qui se passe déjà dans d'autres endroits du monde. Et donc, que tout cela pouvait potentiellement arriver en Suisse. Je suis donc rentrée pour m'engager et faire de mon mieux pour empêcher de perdre la chance incroyable qu'on a quand même ici en Suisse, de pouvoir gouverner en tant que peuple, d'avoir un pouvoir décisionnel direct sur notre gouvernement plutôt que l'inverse. Et je me sens le devoir de lutter non seulement pour ma liberté, mes droits et mon avenir, mais pour ceux de mes concitoyens qui ne peuvent pas nécessairement le faire, et pour ceux des générations à venir. Mon but aujourd'hui, entre autres, est de motiver la jeunesse suisse, donc entre autres, à comprendre la chance, mais aussi la responsabilité que nous avons. Je me dis souvent que je suis responsable à mon échelle du monde dans lequel les générations futures vont grandir. Et je me pose souvent la question de savoir comment je me sentirais, ce que je répondrais. Si un jour mes enfants me demandent « Et toi, quand la crise est arrivée, qu'est-ce que tu as fait ?» J'espère que la presse mainstream va s'intéresser bientôt davantage. Et puis, à partir de toute façon, si l'association des amis de la Constitution grandit au même rythme que maintenant, ben, elle sera bientôt très grande. Et puis, on ne pourra pas ne plus nous voir. Bravo. Votre background, vos travaux que j'ai lus un petit peu avant de venir aujourd'hui, pourquoi vous ne faites pas partie de la task force scientifique?
scientifique. Et puis comment cette instance scientifique a été élue? Donc celle de la Confédération. Oui, oui. Je me rends compte que je suis là. Mais écoutez, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je n'ai pas été du tout invitée, non. Je ne sais même pas exactement comment. Si vous voulez, c'est exactement un bon exemple du problème de la science aujourd'hui. Partout dans le monde, pas seulement en Suisse. Mais il y a un genre de nespotisme, il y a un genre de copains. On prend les copains d'abord. Donc le Fonds national suisse de la recherche qui est prêt à aller chercher dans les universités. Oui, ça peut être ça. Tu connais quelqu'un, tu vas prendre celui-là, puis il y en a qui se poussent au portillon. Je l'ai vécu, donc je vois très bien. Mais d'abord, les femmes, c'est toujours un peu après tout le monde. Mais je ne sais pas, je trouve que voilà, c'est l'occasion de dire qu'il faut mettre en pied une nouvelle science dans le monde entier, où vous avez une transparence, une décision transparente. Si quelqu'un a des conflits d'intérêts, on le voit, on peut le dénoncer, et la personne doit partir. C'est pas quelqu'un qui fait du lobby à Berne pour des médicaments, des pharma. Vous savez qu'on a quand même les 3 top pharma, des top 10 dans le monde en Suisse. Donc, dont certains préparent des vaccins. Donc il y a un enjeu énorme, et bien sûr que c'est des marchands qui veulent vendre leurs produits, hein, on comprend leur logique. Mais là, c'est quand même un peu dangereux, quoi. Donc, je ne sais pas. En plus, ça s'appelle... il parle d'éthique. Donc, c'est intéressant parce que les règles éthiques n'ont pas été appliquées. Par exemple, dans la communication du risque, c'est marqué dans le règlement sanitaire et dans l'éthique de la communication, vous ne communiquez pas la peur. Vous communiquez, on ne sait pas, on est en train de chercher, mais vous ne communiquez pas quelque chose qui est faux, puis après les gens commencent à douter, et puis ça fait la peur, et puis vous confinez sans dire pourquoi. Et voilà, donc les principes éthiques, légaux et les questions sociales n'ont pas été adressés, ni selon le règlement sanitaire international qui interdit la communication du risque, et de faire un discours de peur et de guerre, finalement, entre les générations. Donc moi j'ai aussi une chose où j'ai dû agir, il y a l'article dans le kit. On m'a demandé, le courrier médical vaudois m'a demandé de faire un article parce qu'au Parlement, ils ont dit, au niveau fédéral, ils ont dit que toutes les personnes de 65 ans et plus étaient vulnérables. Et donc c'est une erreur énorme de généraliser 3 générations à la retraite dans un petit pot de gens qui sont en fin de vie, et malades, et comorbides, et fragiles, et en EMS. Donc c'est une erreur scientifique déjà, et s'ils sont mal conseillés, il faut faire quelque chose pour les aider. Je leur donne le bénéfice du doute, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et j'espère que les politiciens vont voir. Et les publications du professeur Ioannidis, ce printemps, il a édité une première étude contre justement le confinement, qui a été beaucoup reprise. Et en fait, il s'est trouvé que cette étude, elle a été payée par quelqu'un qui est CEO dans l'aviation, en fait. Donc il y a aussi des liens d'intérêt même chez les plus grands professeurs. Et ça génère aussi une espèce de cacophonie au niveau scientifique, où parfois c'est très difficile de savoir à qui se rapporter, à qui se fier, en fait. Les États-Unis, c'est plus des marchands en général avec l'argent que nous. Mais là où il y a moins de conflits d'intérêts, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui vend de la maladie. Ça m'intéresse qu'il n'y ait pas de confinement pour que les avions ne soient pas bloqués au sol. Oui, mais il n'a pas intérêt à ce qu'on soit malade. Okay. Donc c'est moins direct. C'est comme si c'est les petits pains de la Migros qui vous financent. Oui. C'est documenté. Il y a eu des essais cliniques qui ont été arrêtés parce qu'il y a eu des morts. Ouais. Je crois que c'est Lily, et puis l'autre, je ne sais pas si c'est Pfizer, vous devez savoir. Mais non, moi je confirme que j'ai lu. Et j'ai lu des choses qui me paraissent tout à fait vraisemblables, puisqu'ils ne vont pas aller le dire si... Par contre, il y en a d'autres qui ne disent pas. Merci. Et sur les médicaments, hydroxychloroquine ou autre. Dernière question, après je fais moi, la parole. Votre position. Moi, je regarde les méthodes. Vous savez, c'est le problème des méthodes en science. Si la méthodologie est bien faite, vous pouvez le voir, mais la population ne peut pas le voir. Et donc, le problème, c'est que le remdesivir et tout ça, il faut voir qui a payé derrière. Et ils n'ont pas pris des groupes qui étaient hétérogènes, ni bien répartis, si vous voulez, au niveau de la méthodologie, tandis qu'il y a l'hydroxychloroquine, quand il y a eu des choses contre l'hydroxychloroquine aussi, ce n'était pas méthodologiquement valable. Par contre, vous avez des revues qui sont faites, je suis désolée de dire, mais en tout cas dans les Français, il y a quelques très très bonnes revues, le professeur Ioannidis, le professeur
Pro et son équipe, le professeur Perron. Il y en a plein qui sont excellents et qui font des choses bien. L'Afrique est déjà immunisée parce qu'elle le prend régulièrement. Enfin, il faut juste savoir faire la médecine au lit du malade. Voilà. Brain Review qui fait la décision sur qu'est-ce qui est bien comme médicament ou pas. Le directeur qui a Dr. Guts, qui est danois, a été mis dehors et Bill Gates a acheté des shares avec d'autres industriels, comme ils le font dans tous les journaux systématiques de science, pas tous, mais il faut contrôler. Voilà, donc on a besoin de faire une science, les journaux d'ailleurs aussi, où on regarde l'indépendance, des médias et des journaux scientifiques. Merci. Isabelle Moret, je l'ai rencontrée parce que j'ai fait un topo, puis j'ai tout de suite mis le Covid au début, un petit peu, en disant qu'il y avait un problème. Et elle est très intéressée parce qu'elle fait un groupe de prévention là, en train de mettre sur pied, donc il faut la soutenir. Le juriste qui s'appelle Heinz Raschein, il a fait en allemand. Entre deux, cette attestation de fait de droit a été traduite. Et puis donc, vous pouvez prendre connaissance aujourd'hui. Et puis là, il y a tous les avis de droit. Pourquoi on n'est pas obligé de porter un masque. Donc, vous pouvez le lire. Et puis, bien sûr, après, il faut... par exemple, hier soir, j'étais à une soirée où j'aurais dû porter un masque. Et puis, j'ai dit, j'ai une attestation que Uwe m'a filée. Et puis, ah oui, alors si vous avez une attestation, c'est bon, vous pouvez rentrer. Donc, juste pour dire, ça peut déjà faire un effet pour ouvrir un premier chemin, d'aller dans un restaurant peut-être sans masque. C'est possible, il me semble. Vous pouvez prendre connaissance après. Merci. Les commerces aux avances, style la COP, Denner, Micro et autres, les gros commerces publics, l'interdiction d'entrée que vous avez eue, vous devez être l'auteur d'un délit. Vol à l'étalage, dommage à la propriété, des délits mineurs, et c'est des délits quand même, parce que la mesure dont vous êtes maintenant victime pour une année, c'est un acte pénal. C'est une mesure administrative qui devient ensuite pénale auprès du procureur. Donc c'est arbitraire, et moi je vous invite à faire opposition et à écrire directement une lettre, mais directe, recommandée au ministère public de Lausanne. Ça ne passe pas par la police, parce que la police, vous allez perdre un mois, un mois et demi avant que ça fasse le tour, puis vous serez entendu par la police. C'est directement chez le ministère public. Dès que le ministère public reçoit votre lettre, ça fait office de plainte. Se révéler comment? Je sais ce qu'on peut faire avec les... Ich muss Hochdeutsch sprechen, weil ich das sonst auf Französisch nicht in den richtigen Begriffen hinkriege. Also ich weiß, was man tun muss, wenn man per SMS eine Aufforderung bekommt, in die Quarantäne zu gehen. Si on reçoit par SMS donc une demande d'aller en quarantaine, il ne faut rien faire. Parce qu'il faut insister sur une Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung, avec signature. On a collectionné, je gère aussi un site internet coronatransition.org avec bientôt 2000 abstraits de papiers scientifiques. Et on est en train de collectionner des rapports des gens qui ont expérimenté. Qu'est-ce qu'ils expérimentent avec le tracing, comment ça se passe. Et c'est très très étonnant. Les irrégularités, il y a peut-être des règles, mais ils ne sont pas appliquées généralement. Je me souviens d'une personne qui m'a dit elle n'a pas reçu de SMS, elle a reçu un coup de téléphone. Écoutez, votre ami là, tel et tel, a été testé positif, vous devez aller en quarantaine. Elle a dit, ok, écrivez-moi une lettre avec signature et Rechtsmittelbelehrung. 20 minutes après, la même personne a téléphoné, oubliez, faites ce que vous voulez. Voilà. Il y a vraiment tout ce qui... c'est incroyable dans un État comme la Suisse, des irrégularités qui se passent comme ça. où sont les jeunes? C'est la question que je me pose aussi. J'aimerais bien qu'on soit plus à s'engager. Je pense qu'il y a une part les gens ils sont à fond dans leurs études ou dans leur début de carrière ou même dans
dans une carrière entamée. Et peut-être ils se disent, oui, c'est peut-être pas aussi important que ce que je suis en train de faire, mais le truc, c'est que si, en fonction de ce qu'on voit par rapport à l'économie, du marché du travail, des perspectives d'avenir et tout ça, si, là je m'adresse directement aux jeunes, si vous ne vous concentrez pas, ne vous impliquez pas maintenant pour votre avenir, ce sera peut-être trop tard après. Donc c'est vraiment quelque chose... Ouais. Et puis aussi, on se sent souvent pas forcément qualifié. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai aucun domaine d'expertise par rapport à tout ça, mais ça ne m'empêche pas de rechercher les faits, ça ne m'empêche pas de lire les documents officiels, de lire les études médicales, scientifiques, etc., de rechercher les termes, qu'est-ce que ça veut dire, de parler avec des experts et tout. C'est à la portée de tout le monde de s'intéresser à l'avenir de notre pays et à notre avenir en particulier, l'avenir du peuple, quoi. C'est ça. Voilà. Merci madame. Il y a des pays qui ont d'autres politiques avec succès, comme Taïwan, l'Islande, la Suède, etc. Vous pourriez peut-être nous parler, si vous savez ce qui se passe à Taïwan ou dans des pays qui ont du succès avec d'autres mesures que les nôtres? Non, mais il y a des analyses très intéressantes qui comparent les pays maintenant, parce qu'on a du recul, on ne pouvait pas le faire avant. Il y a eu un pic un peu dans tous les pays, donc là on était en phase pandémie. Mais là, maintenant, il n'y a pas de deuxième pic. Et une des explications, c'est que d'abord, il traite bien. C'est que le deuxième, c'est que le virus est beaucoup moins virulent, parce qu'un virus, il perd sa force quand il voyage, il s'accroche et tout ça. Il peut aussi muter, donc après, il peut devenir un peu plus virulent, comme il y a 23 cas à Marseille ils ont bien étudié. Mais une des analyses, c'est que les pays occidentaux et ceux qui ont le vieillissement de la population, des niveaux de maladies chroniques, et de personnes qui vivent plus longtemps avec les maladies chroniques ont eu plus de décès que d'autres. Donc ça c'est, et puis il y a les déterminants sociaux, la malbouffe, l'obésité. En Asie, vous voyez très peu d'obèses. Vous ne voyez pas beaucoup de gens qui ont des polymorbidités à cause de l'obésité, du diabète, etc. Donc ils pensent que c'est lié à la constitution de la population aux États-Unis, au Mexique et puis en Europe. Juste pour Taïwan, donc il paraît qu'il y a moins de 10 morts à Taïwan. Vous êtes au courant de ça? Oui, j'avais vu ça. Et bon, moi, d'un côté, ça ne m'étonne pas parce que Madame Chan, elle a eu un succès faramineux avec le H1N1. C'est elle qui est devenue directrice générale à cause de ça. Donc je pense qu'elle s'est mêlée de ça. Puis c'est comme une frontière bien délimitée. Ils ont repris l'habitude qu'ils ont eue avec le premier Corona et avec le H1N1. Ils ont bien appliqué. Merci. Quand est-ce que les tribunaux prennent des décisions? À Soleure, d'où je viens, on a porté plainte contre l'obligatoire pour les masques et la plainte était très bien fondée, je l'ai lue, et le tribunal hat eine Entscheidung abgelehnt, weil in der Zwischenzeit die Verordnung geändert wurde, dasselbe im Kanton Zürich. Je veux juste dire, parce que l'ordonnance a changé justement entre deux, et puis la même chose était le cas à Zürich, im Kanton Zürich. Und im Kanton Zürich ist auch eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde ergangen von etwa 100 Leuten. Und das Urteil das Gericht hat den Klägern einen Termin gegeben für die Replik. Ich müsste jetzt nachschauen, welches Datum das war. Das war diese letzte Woche. Und das Gericht hat das Urteil am Tag des letzten, wie soll ich sagen, am Tag veröffentlicht, wo die Repliken eingegangen sind. Das heißt, das Urteil war vorbereitet. Sie haben nur noch den Termin abgewartet und entschieden, dass sie nicht entscheiden werden, weil auch dort eine Änderung der Verordnung inzwischen stattgefunden hat. Aber die Begründung, also sie haben trotzdem Begründungen gegeben. Alors c'est juste pour dire qu'ils ont mis le tribunal, en fait, ils ont mis un délai pour répondre et en fait ils ont seulement répondu le tout dernier jour
et puis en fait, ce document, il était déjà préparé, ils n'ont rien fait entre deux. La mère des masques qui ne sert absolument à rien et qui font des effets secondaires. Et ils citent... Et ces études, on ne les prend pas, parce que quand on entend les experts à la télévision, ils disent « mais les masques, il faut les porter parce que toutes les études scientifiques prouvent que c'est positif ». Non, le virus est trop petit et il passe à travers. Et même le masque chirurgicalement, c'est pour regarder les poils des chirurgiens. Ça n'a pas... c'est pas une validité aseptique, un masque, c'est même marqué dessus. Oui, tout à fait. Tout à donc, c'est une décision complètement... Donc cette obligation de porter le masque, elle est pas fondée. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle est fondée sur des croyances que quelqu'un qui crache, qui tousse, bien sûr, mais c'est ce qu'on devrait... Mais dans ce cas-là, il n'y a pas plus de danger avec le contact? Parce qu'on oblige les gens, on verbalise les gens qui n'ont pas le masque, mais par contre, ils peuvent toucher partout. Moi, je trouve que la contagion, c'est un grand problème de compréhension. On ne comprend pas la contagion. Le virus, il ne peut pas être partout. C'est quelque chose qu'on va... Je pense que c'est le prochain dossier. Ça va être le prochain dossier scientifique. Mais on ne peut pas empêcher la contagion. On ne peut pas s'enfermer dans un aseptique. En plus, notre immunité baisse. Donc après, on est encore plus susceptible de choper les virus. Parce qu'il y a deux choses. C'est que vous n'attrapez pas le virus si votre immunité est assez forte. Parce que le virus, il n'est pas vivant et il s'attrape à vous, il s'accroche et là, il agit. Mais si vous avez une très bonne immunité, vous ne tombez pas malade. Ou si vous tombez, il y a les deuxièmes défenseurs, les T-cells, les soldats, eh ben, ils cassent le virus, il fait des débris, vous êtes testé positif. C'est la stratégie qu'a voulu suivre la Suède et je crois avec succès parce qu'ils n'ont pas fait de confinement, ils n'ont pas mis de masque. Bon, moi c'est bien. Mais quand il y a des pics comme ça, il faut faire attention parce qu'il y a des décès et on ne connaît pas encore la maladie. Donc, quand il y a un premier pic, on fait attention. Après, on sait ce que c'est, on traite, on soigne, on fait de la surveillance, du monitoring, mais on ne commence pas à confiner après le premier pic parce qu'on sait comment traiter, on regarde les décès, il y a peu de décès. Donc, les masques n'ont pas de raison. Mais maintenant, si ce virus, il est partout, on n'a aucune chance d'y échapper. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt finalement à tous s'auto-contaminer, je dirais, doucement, de manière à monter son immunité? Bien sûr, c'est un peu le principe du vaccin. Ah oui. Écoutez, il y a plusieurs théories, mais aussi sciences. Et les immunologues et les virologues qui ont dit, dont le professeur Stadler et Ioannidis, ils disent déjà qu'on est immunisé à 80-90%. Il y en a qui disent que 3 jours de jeûne vous refont un système immunitaire neuf. Le jeûne thérapeutique, c'est très bon. Ça, c'est vrai qu'il y a plein de sciences là autour. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fait que vous portez un masque ou que vous êtes confiné n'a fait aucun effet sur les données d'espérance de vie ou de mortalité. Ça a été étudié maintenant. Donc vous voyez, il y a plusieurs arguments pour dire ça ne marche pas, alors arrêtez. Et en plus, il y a des maladies collatérales puisque vous re-respirez votre propre air. C'est ce qui est dit par le professeur Rancourt dans les revues systématiques, bien faites, indépendantes. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une étude qui prouve que le masque n'est pas efficace. C'est Rancourt. Voilà. Rancourt qui a fait une étude, une revue systématique, mais vraiment très très élaborée. Il a plusieurs qualités parce qu'il est ingénieur, physicien et il est aussi du côté médical. Il a pu analyser les particules du virus et le virus est trop petit pour qu'un masque comme ça le retienne. Donc il peut passer à droite, à gauche, partout. Il est beaucoup plus malade, mais il n'est pas dangereux maintenant. Le virus était tellement petit, c'est que si on comparait les mailles du tissu ou du masque, c'est comme si le virus avait la taille d'une balle et que les tissus étaient espacés d'une dizaine de mètres. Oui, voilà, vous pouvez, bien sûr. Voilà. C'est ça, c'est les spécialistes qui le savent le mieux, donc ils peuvent l'observer. Mais vous voyez comme c'est un mythe, c'est aussi symbolique de mettre le masque. On vous empêche de parler, parce que les médecins mettent le masque et ils ne peuvent pas parler à leurs patients. On vous empêche de respirer. Et ça, c'est assez grave, parce que ça peut symboliquement. Des oui, et il y a à l'hôpital de Fribourg, il y a des nouveaux cas chez les jeunes de pneumothorax, la plèvre se détache, qui est très grave, où on se dit, mais c'est dû au masque, on ne comprend pas il va y avoir des nouvelles maladies à cause de ce qui est arrivé. Les masques, les consultations médicales mentales à cause de tout ce problème de masque, mais aussi derrière les oreilles, des furoncles, la peau, et tout ce qui est régurgité. Donc on va voir plus tard malheureusement, mais là ça fait aucun sens. La meilleure protection c'est laver les mains et la distance, ce
qu'on fait déjà naturellement. Et le manque de soleil l'hiver empêche la vitamine D qui est importante. Mais justement, alors l'immunité, on n'en a pas parlé là, mais l'immunité avérée, 3 choses. C'est le zinc qui est donné avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, la vitamine C et la vitamine D3. Et si vous pouvez mettre du K2, ça aide à l'absorption. C'est les nouvelles recherches scientifiques avec du K2 que vous ne trouvez pas comme ça, il faut demander des préparations. Alors comment expliquer que cette hydrochloroquine est sans arrêt attaquée? Et on voit notamment en Suisse la presse qui s'était fait l'écho lorsqu'une étude négative était sortie de dire ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus. Et puis en fait on s'est rendu compte que cette étude ne valait rien. Ben voilà, c'est qui parle et au nom de qui et de quoi. Et qui est derrière. Et s'il n'est pas indépendant, qu'il n'est pas compétent et qu'il ne peut pas parler, il faudrait le dénoncer, de dire écoutez, cette personne n'est pas compétente. Maintenant, j'ai vu que M. Maillard et Dr Pittet, ils annoncent qui ils sont et ils donnent les limites de qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est nouveau ça. Ou en France, par exemple, les professeurs disent « je n'ai aucun conflit d'intérêt, je n'ai jamais été payé par ci et ça ». Donc on commence à faire une nouvelle rhétorique, mais il y en a quand même qui se permettent de parler, de prendre des décisions politiques et d'influencer les politiques. Donc vous voyez que c'est la chaîne de communication et la contagion de la communication de risque qui est vraiment grave et qui fait de la panique chez les gens et des décisions qui ne sont pas légales. Hein. C'est quand même dingue comme le peuple est résilient. Alors, sur les faux CV, curriculum vitae de médecins, j'ai entendu parler aussi de cas de faux CV dans le domaine des psychiatres, des psychologues, des... Oui, même chirurgiens, mais pas en Suisse peut-être. Oui. Écoutez, moi ce que j'ai observé, et pas seulement à l'Université de Genève, ailleurs, c'est que oui, on peut gonfler un CV, alors qu'on n'a fait que quelques diplômes, on peut gonfler puis mettre une ligne fausse et une autre ligne. Et j'ai vu ça, j'ai des personnes qui ont été des étudiants, et ça faisait pas de sens. Ou mettre en valeur une qualité alors qu'ils n'ont pas, ils ont juste lu une fois un rapport et ils disent j'étais expert dans le rapport. Vous cherchez le nom, il n'est pas là le nom. Vous voyez, il y a des petites subtilités. Il y a une autre subtilité, c'est que par exemple en médecine, il y a au moins, vous mettez un article scientifique à impact factor, ils disent impact factor, mais maintenant ça a moins de validité. Et il y a au moins 10 médecins qui signent, ou 10 chercheurs, et il y en a, ils n'ont pas tous écrit. Les 10, c'est indécent. Ils ont participé à la recherche. Donc on doit aussi commencer à changer ça. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe de recherche, mais celui qui écrit doit être mis en premier. Et le professeur, il ne doit pas être dans ceux qui ont écrit. Il y a des choses qui ne sont pas éthiques qui se passent en sciences. Et moi, j'ai fait un rapport qui est pour l'instant interne, mais qui est assez bien répertorié sur toutes les déficiences dans le système scientifique qui ne sont pas éthiques. Dans l'article du Lancet, là, qui était contre l'hydroxychloroquine, vous avez quelque chose à dire? Bah, écoutez, c'est quand même dingue. Le Lancet est justement Impact Factor. Le gars, il est toujours à l'OMS. C'est lui qui est l'éditeur en chef. C'est pas le premier problème qu'il y a eu. Et puis, ça montre à quel point le comité éditorial a laissé passer des faux auteurs pas scientifiques, alors que quand vous déposez un article scientifique, il regarde très bien qui vous êtes. Si vous êtes le copain de celui-là, vous passez plus ou moins. Donc, vous voyez, il faut revoir. Au début, c'était peut-être bien, mais maintenant, il y a trop eu d'ingérence de personnes qui ont d'autres intérêts dans les articles scientifiques que ceux de la bonne science pour la population, l'éthique, la bienfaisance. Ouais, donc ça, il va falloir, d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, hein, d'autres professeurs qui ont dit qu'il faut qu'on revoie tous ces articles. Et il y a aussi une déclaration qui s'appelle la déclaration de Dora à San Francisco, qui est une déclaration qui est passée en 2012-2013, signée par le Fonds national de recherche scientifique suisse, l'INSERM, et qui dit « Nous ne pouvons plus compter sur l'impact factor de ces journaux, puisque le facteur d'impact n'est qu'un facteur bibliographique de vente, donc de commerce du journal, mais pas du tout une qualité scientifique. Ça ne dénote pas la qualité scientifique. Et donc, en médecine, on n'arrête pas de dire c'est l'impact factor, c'est l'impact factor. Mais là, depuis maintenant 8 ans, c'est clair et net que ça ne peut pas être un critère de sélection d'une personne qui est scientifique, d'avoir un impact factor dans ses journaux. Et la preuve, le Lancet, le British Medical Journal et maintenant le Cochrane Systematic Review qui est acheté par des industriels et qui vire son fondateur. Il faut quand même... Dr Goetz, il témoigne, hein, vous pouvez l'interroger, il est offusqué par ce qui se passe dans le Systematic Cochrane Review, qui était le golden standard
les critères scientifiques pour décider d'un médicament ou d'un autre. Donc aussi, l'analyse de la validité d'un médicament ou d'un vaccin, c'est quelque chose que je connais parce que chez les personnes âgées, on ne teste pas les médicaments et les vaccins chez les personnes âgées qui sont les plus vénérables. Et on a été, j'étais pendant 8 ans secrétaire général de l'Association internationale de gériatrie gérontologie et je l'ai représentée à l'ONU. Et les gériatres ont été à l'Association des médecines européennes et on dit pourquoi vous ne testez jamais les médicaments. Et ils nous ont répondu on n'y avait pas pensé. Donc depuis, qui contrôle, qui surveille ces personnes, qui surveille les politiciens qui prennent des décisions, qui est derrière, etc. Donc il y a tout un travail de remise à zéro là, d'éthique qu'il va falloir faire. Et les vaccins, justement, les médicaments, il ne faut surtout pas qu'ils passent sans qu'on ait bien évalué comment ça a été fait. Parce qu'il y a des sommes considérables qui sont mises pour sortir un vaccin et on se demande si ce vaccin pourra être possible puisque c'est un virus qui mute très régulièrement puisque c'est un virus à type ARN. D'ailleurs, la deuxième épidémie, comme l'a expliqué le docteur Raoult, ce n'est pas une deuxième vague, la première vague est éteinte, c'est une autre souche de virus. C'est des variants même, des mutants et des variants. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ça touche l'Europe, mais ça ne touche pas du tout l'Asie du Sud-Est, ça ne touche pas les autres pays. Donc il y avait une discussion assez intéressante avec un journaliste de LCI, qui est Jadas Raoult, qui l'accusait d'avoir menti, d'avoir sous-estimé et d'avoir dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Et il a dit, mais non, je ne me suis pas trompé. C'est simplement une nouvelle souche. Oui, c'est tout à fait. C'est pas la même, donc c'est pas une deuxième vague, puisque c'est pas le même virus. Dans les pandémies, c'est le même, mais normalement, quand c'est un virus pas ARNA, pas un coronavirus, ce que j'avais vu, c'est que le virus ARN, du fait de sa conception, il mute toutes les 50 000 fois, je crois, ou 40 000, 50 000 fois. C'est quelque chose d'assez instable. Voilà. Il est imprédictible, un peu plus instable. Mais si vous voulez, l'Islande, qui a un pool génétique unique au monde, on les étudie depuis pas mal de temps, ils ont écrit un article en juillet. Ils ont trouvé 290 mutations en juillet. Ce qui veut dire qu'un vaccin. Donc ils voient dedans et ils font la séquence du génome tout de suite. Mais alors il faudrait avoir un vaccin qui soit compatible avec toutes ces versions. Oui, alors exactement. Ben oui, c'est mon argument. Parce que par exemple, dans le papillomavirus, c'est le même problème. On a voulu faire un vaccin pour le papillomavirus pour les filles. Et il y a tellement de différentes souches que ça ne sert à rien, puisque la fille va croire ah, ben, je suis immunisée, elle ne va pas aller chez le gynécologue et tac, elle va tomber malade. Donc c'est pas du tout la bonne solution. La meilleure solution, c'est quelque chose qui est un peu plus élaboré. C'est pas un vaccin, on va changer. On est en train de voir d'autres molécules pour booster le système immunitaire, mais pas pour vacciner à la Pasteur. Donc il y a des nouvelles techniques et on va me lancer là-dedans. Vous êtes à l'opposé de ce qui se dit. Mais non, mais c'est une vérité que les personnes âgées, d'abord, elles ont déjà une immunité de base puisqu'elles ont passé même la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont déjà une immunité. Il y a des centenaires, ils en sont sortis, hein, ils n'ont pas eu de problème. Ceux qui sont en bonne santé. C'est les biomarqueurs. C'est les biomarqueurs qui comptent, c'est pas l'âge. L'âge, c'est un très très mauvais critère. C'est le biomarqueur. Et si vous êtes à 1 an du décès ou 3 mois, c'est là que vous êtes le plus à risque. Donc c'est ce qui est arrivé. Est-ce que vous pensez qu'on est en pandémie actuellement? Non. C'est quoi une pandémie? C'est que tous les pays du monde sont affectés. Dans le premier phase, oui, c'était un virus qui a affecté tout le monde. On n'est pas dans un virus aujourd'hui qui affecte le même virus le monde entier. Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez regarder toutes les courbes. Et pas tous les pays sont affectés. Donc, vous êtes au courant des pandemic bonds où il y a des financiers qui font des paris pour gagner beaucoup d'argent sur les pandémies? Vous êtes au courant? Non, ça, j'ai jamais vu le poker pandémique. Oui, c'est pandemic bonds, hein, c'est des obligations. Bah, en tout cas, c'est sûr qu'ils peuvent faire des modèles prédictifs. Je me suis demandé si... C'est sûr qu'ils s'amusent à tout. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent. Sûrement. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est en état d'épidémie? Est-ce que c'est une épidémie? Alors, l'épidémie, la grippe hivernale, c'est une épidémie. Alors, moi, quand mes enfants étaient petits, je disais qu'on avait des épidémies familiales tous les hivers. Parce qu'ils revenaient de l'école et puis on avait un rhume, mais ça, c'est normal. Et puis mon fils, il n'a jamais eu de grippe. Donc,
voyez, il y a des êtres qui ont un système, c'est pas tout le monde. Et se vacciner contre la grippe, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que beaucoup se jettent sur les vaccins en disant que ça va également les protéger du Covid. Alors, très bonne question. Parce que moi, je trouve qu'on doit maintenant analyser comment ça a été testé, les vaccins des grippes, et qu'est-ce qu'il y a dedans. S'il y a du mercure et que vous êtes susceptible au mercure, ben, vous pouvez faire une sclérose en plaques. Il y a eu des cas au Luxembourg et à Bruxelles. Donc il faut faire très attention. Aluminium, mercure, pas tout. Donc il faudrait personnaliser, mais il faut surtout analyser qu'est-ce qui est fait dedans. L'autre problème énorme, c'est que vous vous vaccinez pour quelque chose qui est arrivé l'année dernière et pas pour le vaccin de cette année. Donc, il n'est même pas sûr qu'il revienne et il aura muté puisqu'ils mutent tous. Donc, c'est un genre d'aberration. C'est une bonne affaire pour les laboratoires. Moi, j'aimerais bien vraiment discuter sérieusement avec des personnes de ça parce que c'est vraiment grave. Et vous savez que dans la plupart des vaccins, il y a des cellules d'embryons humains avortés qui font le vaccin. Non, alors moi, non, justement, je vous dis, je sais qu'il y a des hypothèses, pour moi, c'est des hypothèses, donc j'ai pas vu, de choses qui arrivent avec les vaccins, et il faudrait analyser ce qu'il y a dedans, et éthiquement, prendre un laboratoire qui fait les choses bien. Parce qu'il y a eu des décès au Bangladesh suite à une campagne de vaccination d'un certain, on connaît, et il y a eu 450 000 morts d'après des journalistes d'investigation, et ça a été couvert. Donc, et on le sait, donc il faut faire très très attention. Donc le fait des cellules d'embryons humains avortés dans les vaccins, c'est confirmé par un rapport du Sénat américain et par le Vatican, officiellement. Bah, je suis pas au courant, ça c'est grave. Bon, non, il y a JF Kennedy qui fait le Kennedy. Oui, le Kennedy, Robert Kennedy. Ouais, Robert Kennedy, il a fait un super reportage, il paraît. Il y a des gens remarquables, mais on les cite pas, on les invite pas. Mais ils sont censurés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils passent pas dans les médias. À Berlin, il y a eu une manifestation censurée aussi. On l'a vu par des amis, mais il y a eu plus d'1 million de personnes. Est-ce que vous-même avez été censuré? Pour l'instant, non, parce que je suis blonde. Vous avez remarqué s'il y a des mots, s'il y a des robots qui indexent des mots clés et qui censurent automatiquement? Alors moi j'ai vu, il y a des personnes qui me l'ont dit, qu'il y a des mots clés qu'il ne faut pas dire. Si vous tapez Covid sur Google, vous ne trouvez pas. Il y a des mots que vous ne pouvez pas rentrer dans le moteur de recherche avec. Donc pour trouver vraiment ce qui se passe sur la pandémie, il ne faut pas utiliser Covid. Voilà. Ou chloroquine. Ça c'est un Américain qui m'a montré. Chloroquine, c'est censuré aussi. Chloroquine, OMS. Voilà. Mais ça, tout le monde peut faire l'exercice. Moi j'aime bien quand on peut dire aux gens, essayez par vous-même. Faites un moteur de recherche dans Analytics, vous mettez Covid et vous ne trouvez rien.